Salut à vous les Chris de bons fans et plus et bienvenue dans le journal du développeur. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qu'il y a dans l'extension de Plum Island Horror. J'ai appelé ça les autres nouveautés parce qu'on a déjà vu ensemble les trois nouvelles factions, puis on a déjà vu aussi le Alarming Mode, mais c'est pas tout ce qu'il y a dans la boîte, il y a d'autres choses, puis c'est ça que je veux passer en revue avec vous autres. D'abord, il y a les nouvelles Search Cards pour ajouter de la variété, changer le mal de place. Certaines de ces nouvelles Search Cards font apparaître des nouveaux VIP, des fameux civils VIP là, qui apparaissent et qui vous donnent généralement plus de points quand vous les sauvez que des VIP normaux. Fait que vous avez des reenactors de Civil War, là, des gens déguisés là, qui recréent une bataille de la Civil War, là, qui vont vous donner, qui permettent évidemment de tirer à distance, mais en tout cas, vous devez tirer une Fate Card avant qu'il tire. Puis je pense que si vous pognez un 1, ben, il s'entretue parce que c'est ça qu'ils sont habitués de faire dans leur pratique. Ils s'entretuent plutôt que de tirer sur des horreurs. Vous avez Ricky Booba, pilote de course, qui apparaît là, sur l'autoroute 41 ici, là, puis qui se déplace plus vite sur l'autoroute 41, puis qui permet aux unités qui ont des déplacements de véhicules qui commencent avec lui aussi de se déplacer plus loin. Vous avez un genre d'expert d'OVNI aussi qui apparaît, qui est convaincu que les horreurs viennent des. Tu sais, là, c'est une création extraterrestre. Fait regardez, il y a une chance quand il est là qu'une soucoupe volante arrive puis il l'enlève non seulement lui, mais ce qui est plus pratique, des horreurs aussi pour les ramener dans le vaisseau spatial. Puis vous avez une équipe de tournage qui vaut pas cher par défaut, mais qui, voyant que leur tournage est scrap, peuvent, au lieu de les faire se déplacer via un crowd control, ils peuvent filmer des horreurs en mouvement. Puis ça, à ce moment-là, ça vient de booster le prestige et ça vient donc de monter leur valeur en point d'évacuation. Si vous jouez avec Alarming Mode, on vous a concocté 6 cartes de search qui sont fucking nasty, qui sont fucking chiantes, épouvantables. Ces cartes de search-là sont shufflées avec le reste. Ces 6 cartes-là vont faire en sorte qu'à toutes les fois que vous allez searcher, vous allez avoir à peu près une chance sur 6 de tomber sur quelque chose de négatif. Il y avait déjà 3 cartes search négatives dans le deck. Là, il va y avoir ces 6-là en plus. Mais eux autres, là, c'est calvaire. Ils sont quelque chose, ils sont solides. Je vous les montre pas, je garde le suspense, là. Mais quand vous jouez à Alarming Mode et que vous allez searcher, vous allez toujours avoir un petit doute. Ça vient donner de la valeur en hostie à l'unité des flics là, qui pigent deux cartes de search puis qui choisissent celle qu'ils utilisent. Là, Chris, ça pourrait vous sauver la vie littéralement. Il y a deux cartes de search aussi qui vont vous permettre à l'unité qui a searché d'avoir des booby traps, une espèce de petits pièges à ours, je pense, puis des mines. Un peu comme les pistoles ou les cocktails Molotov, vous pouvez là, colisser ça dans votre area, puis ça coûte même pas une action. Puis ça fait en sorte que la prochaine fois que les horreurs bougent dans cette place-là, vous allez lancer 4 dés comme si vous faisiez une range d'attaque, puis ça risque d'endommager les horreurs. Nouveaux événements aussi pour changer de mal de place. Tous les nouveaux événements sont corrects, là, mais tu sais, je veux dire, une affaire peut-être que certaines personnes, avec raison, je crois, se plaignaient, c'est qu'il y a certains événements qui sont vraiment quétaines dans le jeu de base. Quand vous les pigez, c'est juste pour dire que la table part pas à rire puis pousse un grand soupir de soulagement parce que tu sais, il y a des événements qui sont très situationnels dans le deck de base. Fait que tous ceux qu'on a rajoutés, on s'est arrangé pour qu'ils soient chiants, pour essayer tranquillement pas vite de rebalancer le deck d'événements puis que comme il se doit, vous êtes supposé de chier dans vos culottes quand vous pigez une carte d'événement. Puis c'est ce qu'on voulait atteindre. Il y a trois autres mutations qui arrivent en jeu via ces événements-là. On a l'espèce de grizzly réanimé que, bon, quand vous n'avez pas le droit de faire de last stand, autrement dit, quand il vous élimine en close combat, c'est quand même assez chiant. Vous avez le Montauk Monster, qui faut être très brave, une bravery rating de 4 et plus pour seulement l'attaquer. Puis il ajoute un cube rouge dans le biohazard bag quand vous vous frottez à lui en close combat. Puis finalement, il y a des coquerelles qui ont un combat rating de 3 en temps normal, mais 5 s'ils sont dans un building ou qu'il y a un compound dans l'area. Puis aussi, la particularité des coquerelles, c'est que dépendamment de la journée que vous êtes dans le scénario, ils vont pas spawner à la même place. Je pense que plus vous êtes tard dans le scénario, plus ils vont spawner proche du bas du board, donc plus ils vont être susceptibles de faire un overrun. Ensuite de ça, toujours via les nouveaux événements, vous avez le nouveau principe maintenant des horreurs alpha qui sont carrément des tuiles. Fait que quand vous pigez la carte d'événement qui dit par exemple, là, mettez en jeu l'horreur alpha des tatous férales, des feral armadillos,
vous allez spawner comme d'habitude sur la track de spawn, sauf que là, vous allez venir mettre par-dessus la pile de tuiles, peu importe combien il y en a, vous allez venir colisser l'horreur alpha dessus. Les horreurs alpha sont toujours systématiquement sur le dessus des piles, peu importe ce qui arrive, même si la pile est splittée ou whatever. Vous ne pouvez pas vous en prendre directement à elle, c'est comme la bosse de la pile de tuiles, puis elle va être la dernière à mourir assurément. Là. Fait que vous la collissez sur le dessus, puis essentiellement, ces alpha horreurs-là vont donner des bénéfices particuliers. Fait qu'entre autres, eux autres, ils font des attaques à distance contre des civils ou contre des player units. Les fameux tatous armurés un petit peu là, vont se protéger mieux contre les ranges d'attaque. Les Men in Black fournissent des hélicoptères hosties aux horreurs, puis ils bougent plus vite, puis ils peuvent même passer par-dessus les player units. Puis les auditeurs qui étaient supposés d'auditer le Pearl, l'industrie qui est à l'origine du désastre, eux autres aussi ont été transformés, puis eux autres, c'est quoi, eux autres, c'est en close combat qui sont plus forts, qui vous font rebrasser vos shields ou rebrasser vos critical hits, dépendamment si vous les attaquez ou si vous vous faites attaquer. Euh, on va switcher dans le rulebook, ça va être plus facile pour expliquer le reste. Fait que vous avez aussi, fait qu'on a appelé ça, je vous mets un petit peu. On a appelé ça des Nightmare Options. On a hésité. À un moment donné, on voulait faire un système de pointage, tu sais, que là, un peu comme on allait dire les jeux vidéo, mais c'est presque ça, là. Mais tu sais, de dire, bon, ben, si vous jouez avec cette option Nightmare-là, ça vous donne 2 points de Nightmare. Si vous jouez avec celle-là, ça vous donne 3 points. Puis là, à la fin, si vous avez gagné, puis vous aviez 5 points ou plus de Nightmare, ben, vous êtes, tu sais, voici votre titre. Si vous aviez 10 points ou plus de Nightmare, ben, vous êtes encore plus haut, voici votre titre. Finalement, on a dit, fuck it, on va fournir un paquet d'options. Puis on va permettre aux joueurs de faire du mix and match là-dedans, puis on va pas se prononcer avec un système de scoring, puis tout le kit. Moi, le premier, je pense que j'en ai parlé à l'époque quand j'ai fait cette vidéo-là, là, mais Alarming Mode, c'est pas mon mode favori. Il y a des affaires que j'adore dedans, il y a des affaires que j'aime pas. Fait que quand je joue pour le fun, quand c'est pas pour la job, puis que je joue pour le fun, moi, le premier, je vais jouer avec Alarming Mode, je vais enlever une coupe d'affaires, puis je vais rajouter une coupe de Nightmare Option. Il y en a quand même en coalice, là. Fait que c'est pas ça qui manque. Fait que dépendamment de votre groupe, dépendamment là, de ce qui vous intéresse comme défi, vous allez pouvoir choisir à travers ça. À noter deux des Nightmare Options, ça consiste à ajouter des nouvelles Fate Cards qui sont chiantes en tabarnak. Là. C'est les horrifiantes là, qui sont ici. Là. Calvaire, vous ajoutez une tuile à toutes les Murder of Horrors. Vous spawnez un Murder of Horrors unit sur toutes les tracks qui en ont pas, puis après ça, vous activez toutes les tracks. C'est juste que le movement allowance des horreurs est considéré 1, et vous activez les 6 tracks. Si vous avez des horreurs qui sont co-localisées avec des civils ou avec des unités de joueurs, là, ça va faire mal en asti. Fait que ces cartes de fate-là, juste le Nightmare Option pour les ajouter, là, tabarnak, c'est quand même pas un cadeau. Là. Ensuite, il y a 5 scénarios en fait au total. Euh, 3 scénarios courts, 2 scénarios longs. Fait que c'est pas compliqué, on a fait un scénario court par jour que dure le jeu. Fait qu'on a un scénario pour la première journée, un scénario pour la deuxième journée, un scénario pour la troisième journée. Puis en plus, fait que ça, si vous avez moins de temps, évidemment. Puis en plus, chacun de ces scénarios-là tweak les règles un petit peu ou vous donne un défi vraiment particulier. Essentiellement, le premier scénario, ben, puis là, vous gardez le même nombre d'actions. Fait que si vous jouez le premier scénario, vous avez une, deux, puis trois actions, puis après ça, le scénario se finit. Dans le scénario 2, vous avez 3 actions. Puis dans le scénario 3, vous avez 3 2 1 action. Il faut tenir ça en ligne de compte aussi pour l'équilibre. Là. Mais essentiellement, le premier scénario, il n'y a pas tant de règles spéciales, mais c'est comme c'est pour vivre un petit peu le début. Là. Les horreurs débarquent, vous essayez de les faire avancer le moins possible. Les horreurs scorent un certain nombre de VP, plus ils sont rendus loin sur la track. Il y a beaucoup de cubes aussi qui commencent déjà dans le sac. Fait que le biohazard va donner des points de victoire aux horreurs, puis vous devez essentiellement évacuer plus de civils que les horreurs ont fait de VP. C'est peut-être celui qui est le moins perturbant, là, comme je dis, qui change le moins de règles. Un de mes préférés, c'est le deuxième, le décret du gouverneur. Fait que ça simule que le gouverneur de l'État débarque sur Plum Island en plein milieu de la crise, c'était au deuxième jour de la crise, puis il est en pleine campagne de réélection, puis il vient là pour faire du PR, puis faire son frais, puis montrer comment ce qui est bon pour gérer une crise, puis toute l'équipe. Fait qu'il y a un paquet de buildings, euh, tous ces buildings-là, finalement, là, que vous avez sur la map, là, vous devez absolument les protéger pour toutes les raisons thématiques qui sont dites en dessous, là,
le gouverneur veut faire une levée de fonds à telle place, son chalet est situé à telle place. En tout cas, il y a toutes sortes de styles d'affaires un peu fuckées, là. Fait que vous devez absolument protéger ces buildings-là. Vraiment à tout prix, le colisser des unités-là, parce que je pense qu'à 4 joueurs, si vous perdez 3 de ces buildings-là, c'est la fin. Euh, Puis en plus, en tout cas, le système de scoring qu'on a mis là-dedans, c'est le principe de points de mauvaise publicité pour le gouverneur. Fait qu'en tout cas, plus vous soquez dans le scénario, plus vous allez scorer de points de mauvaise presse puis de mauvaise publicité. Puis là, le gouverneur va vous donner une note en fonction de votre score à la fin. Puis le dernier scénario est quand même assez innovant. Le dernier scénario court, je devrais dire, là, va rapprocher vraiment les spawn zones. Fait que chaque track, là, le spawn zone va être à un endroit vraiment précis. Tout le board qui est. Vous pouvez même jouer, on s'est arrangé pour que vous puissiez jouer avec une partie du board vraiment repliée. Vous savez pas être place sur votre table. Euh, Ces nouvelles spawn zones-là, il n'y a pas moyen d'aller en arrière. Les horreurs vont spawner là. Évidemment, c'est un scénario court, puis vous avez de moins en moins d'actions à mesure que la game se finit. Fait que, il y a des mutations qui commencent sur le board tout de suite en partant. Toutes vos unités commencent sur le board tout de suite en partant. Tu sais, c'est très, il y a beaucoup d'actions. Mais évidemment, comme je dis, vous avez 3 actions au premier tour, 2 au deuxième, puis une seulement au troisième. Fait que bonjour les follow, puis toutes les kits, là. Mais comme je dis, il se distingue par les mutations qui commencent sur la map. Toutes vos unités commencent sur la map, mais les spawn zones beaucoup plus proches. Fait que dès qu'une horreur spawn, vous l'avez quasiment d'en face, là. Puis vous êtes beaucoup, on dirait que vous êtes beaucoup plus à l'étroit pour évacuer les civils à cause du board qui est plus petit. L'expérimentation qu'on a faite, l'avenir nous le dira, là, mais le scénario long, le principal scénario long qu'il y a dans la boîte, ça s'appelle Ballroom Blitz. L'idée, en gros, c'est que bon, le flavor, là, c'est que on découvre que les horreurs, finalement, sont très affectées par les ondes cellulaires, micro-ondes, les ondes radio, peu importe, là. Puis, ça donne qu'il y a 2 radio towers, il y a 2 tours émettrices d'ondes radio sur Plum Island, une ici, puis une là. Puis là, les tuiles d'horreur sont rendues complètement crackpot et folles et veulent se rendre autour le plus vite possible. Fait qu'elles bougent plus vite dans ce scénario-là, puis elles bougent toujours par le chemin le plus court pour s'en aller vers la Radio Tower. Ça veut dire que les horreurs qui apparaissent sur 2, eux autres, comme d'habitude, ils descendent, mais celles qui apparaissent sur un, puis celles qui apparaissent sur 3, éventuellement, là, ils vont s'en venir sur la track 2, puis tout va se passer là, sur la track 2, puis sur la track 5, va y avoir de l'action en sacrament. L'autre particularité qu'on a faite, c'est que les horreurs, pour une première fois ever, ignorent les civils, ignorent les player units, ils veulent que se rendre à la tower. Puis s'ils se rendent à la tower, vous les enlevez. Toutes les tuiles qui se rendent au tower, vous les enlevez. Ce qui met une pression en esti sur le stock de tuiles que vous avez, puis qui peut mener à une défaite par overrun. Mais on voulait un scénario qui change complètement la façon de penser des joueurs, leur stratégie. C'est plus maintenant de parker du monde dans des endroits stratégiques, faire des choke points, puis d'avoir nos petites techniques d'évacuation habituelles. Là, les horreurs vont plus vite. Des fois, ils se calissent de vous autres, peuvent passer vraiment tout droit. Puis si vous en laissez trop passer, puis se rendre au Radio Tower, vous pouvez vraiment être dans le trouble. Fait que ça, c'est le scénario de Ballroom Blitz. Et le dernier scénario qu'on a inclus, c'est intéressant, ça c'est sûr, je vais vouloir l'essayer une fois. C'est un scénario semi-coopératif. Fait que vous devez quand même battre le jeu, c'est quand même un requis, sinon tout le monde perd. Mais si vous gagnez le jeu, il n'y a qu'un gagnant. Fait que ça risque de rendre les affaires intéressantes en hostie. Puis vraiment, on vous donne des points pour les civils que vous évacuez, les réparations que vous faites, puis les horreurs que vous tuez. Fait que je pense ça va ajouter un petit peu de tirage de couverte dans la game. C'est pas juste là, on travaille tout le monde ensemble, puis on essaye de battre le jeu. Là, à un moment donné, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va aller à l'envers du groupe parce qu'il dit bon, ben ma troisième action, je sais qu'on avait dit qu'on ferait ça, mais finalement, je m'en viens ici, puis je tire les horreurs pour essayer de faire un petit peu plus de points parce que je suis en arrière de Joe Bin. Fait que, ça va être. Encore là, ça tient sur une page. Là. Vous faites le jeu de base finalement, mais c'est juste que vous ajoutez ce collecte de points-là pour que si jamais le groupe gagne, qu'il y ait un et un seul gagnant. Puis l'autre affaire, je veux pas que vous fassiez des cauchemars, mais ça devenait nécessaire à cause de l'ajout des règles, mais on va fournir, puis là c'est affreusement lettre, c'est moi qui ai fait ça dans PowerPoint, là, mais Terry Leeds, mon idole, va rendre ça beau, là. Mais on veut fournir aux gens, puis c'est tout à fait facultatif, là, mais on veut fournir aux gens une espèce de flowchart. Qu'est-ce qui arrive quand on active des horreurs? Puis là, vous allez dire, Colis, Marco, c'est simple, il bouge puis il attaque. Ben oui, je le sais. Mais là, n'oubliez pas, là, je vous réfère à Alarming Mode, il y a une règle qui s'appelle Oh no, there goes Tokyo, où est-ce que si vous rajoutez des tuiles sur une grosse stack, la stack s'active immédiatement.
Mais là, qu'est-ce qui arrive si elle est en plein milieu d'une activation? Est-ce qu'elle se réactive vraiment tout de suite? Est-ce qu'on attend la fin de l'activation? Qu'est-ce qui arrive si elle est stun? Qu'est-ce qui arrive dans tel cas, tel cas, tel cas? Tu sais, c'est ce qu'on a essayé de couvrir avec cette patente-là. Fait que, tu sais, je le dis dans les règles. 99% du temps, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais à un moment donné, s'il arrive un cas limite de dire wow, wow, à ta minute, eux autres, ils étaient stun, puis là, ça nous dit d'activer cette track-là pareil, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on enlève le stun, parce que là, on a mis des tuiles par-dessus, puis there goes Tokyo va triguer, ta 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 ta, tu sais, c'est pour bien vous aiguiller par rapport à ça. C'est pour les joueurs maniaques qui veulent être sûrs qu'ils font les affaires proprement. Mais tu sais, là, je veux pas transformer un jeu, là, tu sais, super casual de Beer and Pretzel dans un hostie de suivi de flowchart qui nous rappelle la job, là. Fait que c'est pas ça pantoute le but, là. Mais pour les hardcore gamers, peut-être, qui maîtrisent le jeu à 100%, là, mais qui veulent être sûrs qu'ils font toutes les choses dans le bon ordre, pourraient consulter ça, là. Mais je le dis dans le rulebook, là, vous pouvez vous en colisser complètement. Autrement dit, l'idée, c'est pas de ralentir une game parce qu'on veut être bien, bien, bien certain. La fameuse règle d'or des jeux coop pourrait quasiment s'appliquer, c'est-à-dire en cas de doute, prenez la décision qui avantage le plus le jeu, ou autrement dit, qui désavantage le plus les joueurs. Si vous faites ça, vous ne vous tromperez pas bien, bien. Mais notre but, c'est d'avoir ça à l'endos du rulebook pour que vous puissiez l'avoir comme outil de référence. Puis les boîtes qui sont en rouge ont rapport seulement avec Alarming Mode. Fait que si vous ne jouez pas à Alarming Mode, déjà, il y a beaucoup de ces cas d'exception-là euh, dont vous n'avez pas à vous préoccuper. Là. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Encore là, mon amour Terry Leeds est en train de travailler sur le rulebook au moment où j'enregistre cette vidéo-là, fin mars. Avril, probablement, on va mettre les dernières petites touches à ça, là, mais je m'attendrais là, que ce jeu-là, au mois de mai, s'en aille au printer. Là. Ça veut dire qu'il va sortir assurément cette année, en 2025, peut-être cet été. Quelque chose de même va revenir du printer puis il va être shippé aux gens. Ça réinvente complètement le jeu, ça renouvelle complètement le jeu. Dans la vie, il y a des extensions qui valent la peine, puis il y en a qui valent pas la peine. Là. Ça vaut la peine en hostie. Ça va complètement revitaliser votre expérience de Plum Island Horror. Fait que j'en profite. Si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes Chris ou Tabarnak de bons fans. Merci beaucoup de votre support. À plus.